Bonjour à tous, je suis Léa. Et moi, c'est Lorlaï. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire Lépron. Pour ce nouvel épisode, nous sommes partis à la rencontre d'un cavalier aux multiples casquettes. Cavalier de saut d'obstacle, d'abord, il se reconvertira des années plus tard à la discipline du dressage, qui l'emmènera jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, où il était le seul représentant français de cette discipline déjà en mal de visibilité. Vous l'avez deviné, notre invité cette semaine est le cavalier, dresseur, marchand de chevaux, Pierre Vola. Dans cet épisode, Pierre revient sur son parcours avant et après Rio 2016. Nous avons parlé ensemble de la vente de sa formidable jument Badinda, de son évolution de cavalier de saut d'obstacle à cavalier de dressage, mais aussi de la filière dressage en France et de son retard face aux grandes puissances européennes de la discipline. Cette conversation est authentique et éclairante. On espère que cet épisode vous plaira. Au cours de son riche parcours à haut niveau, Pierre a nourri une expertise rare et précieuse. Connaître et détecter les qualités nécessaires au cheval de dressage. Parallèlement à sa carrière sportive, il occupe aujourd'hui le poste de sélectionneur en charge du dressage chez notre partenaire Equipir Sport. Equipir Sport est une plateforme digitale qui place la technologie là où elle est utile, c'est-à-dire au service du sport. Vous connaissez ? Ces dernières années, Equipir Sport a investi le marché digital pour favoriser le commerce international des chevaux de sport. S'appuyant sur un réseau européen d'experts, Equipir propose des chevaux expertisés en s'affranchissant notamment de la contrainte géographique à l'échelle de l'Europe. Et ce n'est pas tout. Dans un contexte de mutation et d'évolution des besoins du cavalier et de la filière cheval, Equipir a imaginé un service complet, ultra connecté et fluide. L'ambition de l'équipe est simple mais ô combien clé. Savoir être à l'écoute de leurs clients pour pouvoir accompagner les acheteurs et les vendeurs dans leur démarche de commercialisation des chevaux de sport et parvenir in fine à former des couples cavalier-cheval performants. De la sélection à l'administration des ventes, en passant par l'organisation des essais, la plateforme offre un service intégral qui s'adresse aussi bien aux vendeurs qu'aux acheteurs. Le service ne facture aucun frais de démarrage puisque le modèle économique repose sur les codes du marché existant, c'est-à-dire une prise de commission en cas de vente et un fonctionnement basé sur un modèle de mandat non exclusif. Développé dans les secteurs du CSO, du dressage, des poneys de sport, du concours complet et de l'élevage, Equipir œuvre en France mais aussi à l'étranger. Grâce à un site internet au très fort visitorat international, à un réseau d'experts et une équipe pluridisciplinaire administrative, technique et commerciale, Equipir est très fier de mettre en avant le savoir-faire des éleveurs français et de valoriser les chevaux made in France à l'international. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Belle écoute à tous. Bonjour Pierre, merci beaucoup de nous accueillir chez vous dans la Loire. Vous êtes un cavalier de dressage professionnel. Vous avez participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 avec votre jument Badinda, dont on a beaucoup entendu parler. Vous êtes aussi un cavalier de CSO reconverti, donc ça on va en parler. Mais dans un premier temps, on aimerait beaucoup que vous puissiez nous raconter votre histoire, nous dire qui vous êtes, comment vous avez commencé à monter à cheval, et puis quelles ont été les grandes étapes en fait de votre carrière professionnelle. D'accord, donc je suis heureux de vous accueillir chez moi, dans mon nouveau chez moi. Mon histoire, moi je suis un cavalier de dressage un petit peu atypique déjà, d'une part. J'ai eu la chance déjà que mon père me donne la passion du cheval. Il a toujours eu des chevaux à la maison et on a appris avec lui ce que c'était les chevaux, le travail aussi, tout ça. Donc c'est grâce à lui que j'ai goûté, que j'ai mordu à cette passion-là. Il avait notamment une jument qui s'appelait Flicka, donc voilà, comme dans ce fameux livre et cette fameuse histoire de mon ami Flicka, qui a beaucoup marqué mon enfance. C'était une jument très très gentille et c'était la jument de famille, voilà. Donc on lui faisait tout faire, tout et n'importe quoi.
Et j'ai eu la chance, mon père était ouvrier Michelin, ma mère assistante maternelle, donc on n'était pas du tout, je sors pas d'une famille du tout du monde du cheval, mais grâce au comité d'entreprise, on a pu, avec mon frère et ma sœur, monter à cheval dans un centre équestre, où j'ai passé toute mon adolescence et je crois la plupart de mes vacances aussi, à curer les box, à monter les poneys, débourrer, tout ça. C'est aussi grâce à eux que j'ai persévéré là-dedans. Je me suis décidé en fait que j'allais faire mon métier à peu près à l'âge de 14-15 ans. Je savais que je voulais pas faire autre chose que dans l'agriculture, les chevaux ou les vaches ou quoi que ce soit. Je savais pas trop encore, mais j'étais passionné par les chevaux. J'ai pris donc une branche agricole au niveau du lycée, où j'ai été à Yssingeaux en Haute-Loire. En fait, ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire. J'ai fait des stages à gauche à droite et j'ai vraiment mordu à l'hameçon. Donc passionné par les chevaux, passionné par le sport aussi, mais pas eu la chance de faire beaucoup de compétitions. De par les moyens de mes parents, de par plein de circonstances. J'ai adhéré vraiment à ce métier-là à Yssingeaux avec beaucoup de gens que j'ai croisés qui m'ont donné tous un petit peu une chance, qui ont cru en moi aussi, je pense, à ce moment-là. Et puis en fait, c'est à partir de là que toute l'histoire commence en fait, parce que j'ai en bac professionnel fait mes stages chez Madame Etienne-Berger au domaine du Soleil, c'est dans la Nièvre. Et c'est encore aujourd'hui mon plus gros partenaire, donc je dois beaucoup à cette dame-là. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup la rigueur. J'ai vraiment découvert une écurie de sport, ce que c'était. Voilà, la gestion, la propreté, la rigueur du travail. Voilà, j'ai appris pas mal. Qui a été ensuite donc mon premier employeur. J'ai travaillé pour elle. Et après, je me suis un petit peu tourné plus. J'avais envie d'être cavalier d'obstacles. Donc voilà, j'ai été chez plusieurs cavaliers, Alexandre Louchet, qui est à côté de Lyon, puis Jean-Michel Martineau, qui lui à l'époque tournait 5 étoiles et était dans sa grande époque là. Et voilà, sauf que quand on n'est pas du milieu, on n'est pas forcément une superstar, et ben on monte les petits chevaux qu'il faut vendre, les petits chevaux qui sont pas encore performants. Donc on a pas mal de chutes. On monte des chevaux compliqués. Je crois que depuis mon enfance, j'ai monté que des chevaux compliqués d'ailleurs. Et là, j'ai eu quelques accidents, notamment un relativement grave chez Jean-Michel Martineau, qui m'a immobilisé pendant 3 mois. J'ai quand même eu envie de recommencer, donc je suis reparti faire ma saison de concours là-bas. Et physiquement, je tenais pas la route. Je tenais pas la route, donc on a eu un choix ensemble d'arrêter notre collaboration. Donc moi je suis parti après cet accident. Je suis retourné chez mes parents à côté de Clermont. J'ai bricolé un peu, travaillé dans un centre équestre, mais je montais plus à cheval. Je savais plus si j'allais avoir le droit de monter à cheval encore. Je souffrais beaucoup. Mais toujours voilà le manque de chevaux, le manque du milieu équestre. Donc j'ai décidé d'être marchand de chevaux. J'ai vendu des chevaux à gauche à droite. J'ai travaillé à l'INRA au milieu des vaches pour pouvoir me payer tout le reste. Et puis du coup, ne pouvant plus monter, je me suis dit voilà, mon souhait c'est d'être le meilleur marchand de chevaux, dont des chevaux de loisirs, les chevaux de balade, les chevaux de club. C'est toujours très dur de trouver des chevaux de club, des poneys de club. Donc j'avais pris cette démarche-là. En parallèle, j'ai monté une entreprise de travaux agricoles qui me permettait de récupérer en fait du terrain et de pouvoir le mettre propre pour accueillir mes chevaux de commerce, tout ça. Donc là, j'ai été un petit peu, je vais pas dire au bout de mon rêve parce qu'il s'est arrêté vite, mais pour d'autres raisons et vous le verrez après. Mais j'ai monté avec l'aide de mon père aussi une petite infrastructure
où les gérants de centres équestres venaient essayer des chevaux et repartaient avec. Voilà, en 2 ans, j'avais réussi à monter ça et ça marchait très très bien, enfin plutôt bien, on va dire. J'avais presque fait plus de 400 chevaux en une année, donc c'était plutôt pas mal pour un début. Puis c'est là que l'histoire du dressage va commencer, parce que j'ai rencontré ma femme, Perrine, qui elle était cavalière de dressage, sa sœur aussi, son père aussi, voilà, qui vivait dans la Loire. Et puis l'histoire tous les deux a continué, continue toujours, on est mariés, on a des enfants, donc la route continue. Et puis en fait, en la suivant sur les concours de dressage, les gens savaient que j'étais marchand, donc me demandaient des chevaux de dressage. Voilà. Donc j'ai commencé à chercher des chevaux de dressage. Et c'était en 2008 à peu près, quelque chose comme ça. En 2008, il n'y avait pas grand monde qui vendait des chevaux de dressage, mis à part Michel Mouret, qui était le implanté et puis le big boss du business en chevaux de dressage. Mais on trouvait rien, donc je me suis mis en fait à acheter des petits chevaux d'obstacles plantés, ou voilà, des chevaux qui me paraissaient jolis. Et puis je me suis mis à les dresser, à leur apprendre les changements de pied, à leur apprendre des choses pour pouvoir faire des chevaux de dressage. Donc à partir de là, j'ai commencé à faire des chevaux de dressage et à en chercher de plus en plus, parce que ça marchait. Donc j'ai laissé tomber mon activité à Clermont. Je suis venu dans la Loire, louer des écuries, et j'ai continué à faire, j'ai commencé à faire des chevaux de dressage. Donc à partir de là, j'ai recroisé la route de Madame Eschenberger, qui elle avait des chevaux à vendre, tout ça, qui m'en a confié. Mon beau-père qui m'a prêté son cheval pour aller commencer les épreuves de dressage, parce que je pense que j'avais besoin aussi de découvrir un petit peu plus ce que c'était qu'un cheval de dressage. Et c'est vrai que j'ai tout de suite été assez performant. La chance d'avoir des chevaux qui étaient déjà un peu dressés, j'ai tout de suite été performant sur du petit niveau, puis de plus en plus haut. Et donc j'ai fait un peu des chevaux de sport, on m'en a confié, j'ai monté les chevaux de ma belle famille, j'ai été jusqu'à un cheval qui s'appelait Ringo, qui m'a emmené vice-champion de France amateur élite. Et puis ensuite, mon beau-père avait un autre jeune cheval qui s'appelait Zénith, et qui a été mon premier cheval de Grand Prix. Et en parallèle, donc toujours ces chevaux de commerce. Et là arrive l'histoire de Badinda. Voilà, je travaillais avec quelqu'un qui vendait beaucoup de chevaux de toutes sortes, de tout horizon. Et j'ai flashé un jour sur cette jument-là en y allant un matin. Cette jument, elle était grasse. Elle sortait de chez quelqu'un qui faisait des chevaux de boucherie. Elle avait une cicatrice énorme sur l'encolure. Elle était alezane. Voilà, rien de sensationnel. Mais je sais, c'est pas un flash. J'ai dit, cette jument-là. Le gars voulait pas me la vendre, et puis j'ai dit, mais si, je veux celle-ci. Donc je suis parti avec. Voilà, c'était un lion. Elle avait pas du tout une relation avec l'homme très sympathique, mais bon, voilà, c'était inexplicable. Peut-être qu'elle me rappelait cette jument de mon enfance, je sais pas, j'en sais rien. Donc l'histoire a commencé là avec elle. La passion des chevaux de dressage est venue grâce à ma belle famille. J'étais complètement un anti-croise-papate, comme je disais à tout le monde, et puis je me suis vraiment passionné. J'ai fouiné, j'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé tous les meilleurs pour essayer de comprendre comment ils faisaient pour dresser, comment ils faisaient pour faire piaffer. Et puis je me suis amusé avec mes chevaux de commerce, tout simplement, à essayer de faire du piaffé, essayer de faire des changements de pied au temps. Et voilà, en parallèle, donc, j'avais les chevaux de ma belle famille qui me permettaient de faire du concours. Et puis voilà, j'ai fait rire beaucoup de gens en mettant au dressage, notamment mon meilleur ami qui lui, je lui ai dit, non seulement je vais me mettre au dressage, et puis en plus je vais faire les Jeux Olympiques avec cette jument-là. Elle avait à peine 4 ans. Il a beaucoup rigolé. C'était d'ailleurs très très risible, mais je sais pas pourquoi, j'y ai cru dès le départ. Et puis voilà, le reste de l'histoire on la connaît. Cette jument là m'a emmené faire mes premières Marseillaises à 5 ans à Pompadour, un très beau souvenir. Elle m'a emmené faire mes premiers championnats du monde des jeunes chevaux à Verden.
mes championnats d'Europe, avec les titres de champion de France 2016-2017 si ma mémoire est bonne. Et puis j'ai fait 2 championnats d'Europe. Et puis les aléas du sport, donc un jour ça va, un jour ça va pas. Le dressage c'est quand même assez ingrat aussi, on dépend beaucoup du jugement. On se dit qu'on progresse tout le temps, on se dit que les chevaux progressent tout le temps, et puis les notes évoluent pas. Je me suis battu pour ça pendant un petit moment avec la jument. J'avais une jument, c'était pour moi une Ferrari, pour beaucoup de gens aussi, une jument qui méritait d'être vraiment très 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 haut. Et puis en fait ça montait pas. Donc on se dit tous, c'est parce qu'on est français, on est des petits français, ils veulent pas nous mettre de points. On cherche et puis on trouve pas. Et à côté de ça, en parallèle, on a une boutique qu'il faut faire tourner. Et plus on va faire du haut niveau, plus il faut avoir un système pour le haut niveau. Donc ce système-là est compliqué. Il est compliqué à gérer, il est compliqué à assumer financièrement. Et j'étais arrivé à un stade où financièrement ça devenait très compliqué de faire du sport, parce que malheureusement on ne gagne pas notre vie à faire du concours en dressage. Donc soit on est riche avant, soit on a un autre métier, soit sinon la seule solution c'est vendre des cours, mais aussi vendre des chevaux. J'avais toujours dit que cette jument là je la vendrais pas, et c'est arrivé à un stade où financièrement j'ai pas eu le choix. On a toujours le choix, mais c'est soit j'arrêtais complètement et je gardais ma jument pour continuer, et en même temps continuer quoi? Continuer peut-être d'aller à Tokyo. À Tokyo n'a pas eu lieu. Elle aurait eu 15 ans, et après je repartais à zéro. Donc il y a un moment donné où les sentiments sont là, mais le métier le professionnel doit prendre aussi un peu le dessus. Donc j'ai pris la décision de la vendre. Ça a fait beaucoup jaser en France, parce qu'en plus on avait chopé une sélection à Eichstätt j'ai été sélectionné pour les Jeux équestres mondiaux à Zwion, mais j'ai pris la décision de ne pas y aller, parce que il y avait trop de risques pour la jument, pour moi financièrement. Laisser ma boutique encore une fois à quelqu'un, c'était compliqué. Donc j'ai fait le choix de la vendre, que je regrette pas aujourd'hui, parce que je continue à lui devoir tout ce que je suis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis chez moi, avec mes écuries, ma maison, mes enfants, ma femme, mon camion et d'autres nouveaux chevaux. Donc voilà, ça a été un choix très difficile, et en même temps un vrai tremplin pour moi. Je me répète, mais je dois beaucoup de choses à cette jument-là. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis en train d'essayer de me reconstruire, essayer d'avoir des nouveaux chevaux. Je suis reparti avec une nouvelle jument, mais une jument qui avait de l'âge et qui a un passé, et donc il faut réussir à régler tout ça. Mais elle fait du concours, elle fait du Grand Prix, maintenant il faut régler ça. Est-ce que c'est assez pour refaire du très haut niveau? Je sais pas, on verra. Je crois qu'elle a tout dans les pattes, mais il faut se remotiver après une histoire comme ça. Il faut repartir, et j'avais toujours dit que si je la vendais, c'était pour revenir plus fort et puis plus solide dans mon fonctionnement. Aujourd'hui c'est le cas, et puis il y a aussi tout un système mis en place avec Madame Eschenberger qui me soutient derrière, qui me fait naître des très bons chevaux, qui est toujours là quand j'ai une question, quand j'ai besoin, tout simplement. Donc je repars aujourd'hui avec une jument près de Grand Prix, des jeunes qui arrivent derrière, qui sont prometteurs, et puis aussi une jument de 9 ans que mon épouse avait achetée et qui s'avère un petit peu plus difficile que prévu, et qui pour moi est peut-être une révélation. Voilà, donc c'est clair que d'un côté je suis content de la récupérer, d'un autre j'aurais préféré qu'elle fasse le Grand Prix à mes côtés. Voilà, mais c'est peut-être une jument qui va me permettre de revenir
Donc voilà, et de ce qui va me permettre encore plus d'assumer et d'accepter mes choix de vente de cette jument-là. C'est des propos qu'on avait eus avec Sophie Dubourg, donc directrice technique nationale à la Fédé, qui nous avait expliqué dans l'épisode qu'on a enregistré avec elle que très souvent, malgré à contre-courant de l'opinion publique, les cavaliers sont obligés en fait de vendre les chevaux et de vendre les bons chevaux aussi au moment où ils vont le mieux, que c'est toujours compliqué mais que c'est aujourd'hui une étape quand même indispensable pour pérenniser sa carrière, pour pérenniser son organisation. Et j'avais lu dans une interview que vous avez donnée pour le site DressProd, vous indiquiez que la vente de la jument vous a permis de mettre en place une nouvelle organisation et de nouveaux systèmes. Donc on aimerait bien, justement, on est chez vous aujourd'hui, on est arrivé un peu plus tôt que vous, donc on a eu l'occasion d'échanger un peu avec votre groom qui nous expliquait que vous aviez fait le choix cette année de vous installer ici avec très peu de chevaux, que vos chevaux d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement comment vous avez rebondi, quelle est votre organisation actuelle et quel est le pari en fait que vous faites dans votre carrière pour essayer de retrouver le haut niveau avec votre système actuel ? Alors tout simplement en fait le système que j'ai choisi moi c'est d'avoir peu de chevaux, mais par contre soit d'avoir des parts sur mes chevaux, soit d'avoir des chevaux à moi. Donc c'est clair qu'on peut se demander mais comment il gère ses revenus, tout ça. De faire du haut niveau, ça m'a permis d'ouvrir quelques portes que je ne pensais pas ouvrir, notamment chez Andreas Elschrand par exemple, chez d'autres très gros marchands à l'étranger. Et aujourd'hui, du coup, j'ai une activité quand même de commerce et de courtage aussi, qui me permet justement d'aller travailler avec ce réseau-là. Donc mon souhait, c'était d'avoir une petite structure pour avoir un nombre de chevaux sur lequel je suis capable de mettre mon savoir-faire, donc de les dresser. Pour ça sert à rien d'en avoir 25, sinon on le fait pas comme il faut. Si on en a 25, il faut avoir du personnel. Le personnel, ça coûte cher, c'est difficile à avoir, c'est difficile à garder. Si on veut aussi être dans les clous, notamment au niveau des horaires pour le personnel, et que le personnel ait une vie, c'est très difficile. Donc j'ai vécu en fait à Rio un problème, c'est que je suis parti on est parti je crois 17 jours, plus les trajets un petit peu plus, et j'avais une vingtaine de chevaux aux écuries. Donc je suis parti avec un cheval pendant une durée relativement longue, avec une personne qui est restée aux écuries. Et en rentrant, cette personne a pété un plomb. Ce qui était tout à fait normal. J'ai mon frère qui était venu filer un coup de main aussi et qui m'a dit c'est impossible de garder une personne à temps plein ici, la gestion des écuries, la gestion des clients, ce qui est quand même pas simple. Donc en fait tout ça m'a mis une petite claque et je me suis dit mon choix c'est de revenir à haut niveau, de refaire du haut niveau, donc il faut une structure qui est cadrée. Aujourd'hui je vends des chevaux pour pouvoir vivre, je vends des chevaux pour pouvoir assumer mon sport avec tout ce qui va avec, les camions, le personnel, tout ça. Donc oui, on est obligé de vendre des chevaux pour pouvoir faire ça. Maintenant, il faut un nombre de chevaux. Ça, c'est ma réflexion à moi, mais il faut un nombre de chevaux raisonnable. Raisonnable que quand on a à partir sur une étape Coupe du Monde ou quoi, il faut que la personne qui reste, elle ne soit pas surmenée. Il faut quand même que les soins aux chevaux continuent d'être pareils. Voilà, on me confie des chevaux au travail, j'en ai à moi, on m'en confie. Je travaille avec Madame Echenne-Berger qui a la plupart des chevaux dans mon écurie. Quand je pars, je veux que tout le monde soit en confiance et que mon personnel puisse respirer aussi, pas trimé parce que moi je vais faire le beau en concours. Voilà, on a en plus de ça, et je me répète, mais on ne gagne pas notre vie en dressage grâce au concours. Donc il faut trouver quelque chose de raisonné, de raisonnable. Et puis aussi on a une vie de famille. Moi j'ai pas vécu pendant 3-4 ans parce que j'avais les Jeux Olympiques en tête, parce que je voulais être tout le temps à haut niveau et je ne m'autorisais pas de partir en vacances, je ne m'autorisais pas de tout ça. Donc il a fallu quand même que je structure tout ça.
Aujourd'hui, en plus, j'ai la chance d'avoir trouvé une propriété où mes enfants, ma famille, ma femme s'y sent bien, donc on se retrouve ici. Je peux travailler, je peux aller chercher mes enfants. C'est un équilibre qu'il faut trouver. Est-ce que dans 5 ans, dans 6 ans, je vous dirais j'ai augmenté ma structure parce qu'il me fallait plus de chevaux? Peut-être. Aujourd'hui, c'est un test, c'est une structure. Je veux me concentrer sur la qualité, et sur la qualité soit pour vendre, soit pour le haut niveau. Donc effectivement, j'ai une structure où il y a 9 box. Je vais peut-être monter un petit peu plus parce que j'accueille des clients qui viennent en stage chez moi, mais je veux pas aller plus. Parce que je préfère être capable de sortir 2 fois, 3 fois les chevaux s'il faut, les emmener en extérieur, faire les choses bien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qui m'est personnelle. Peut-être que d'autres en ont d'autres et qui veulent du volume pour pouvoir avoir toujours un cheval prêt. Je crois qu'avec Madame Eschenberger, on a quand même un élevage qui est relativement bon et bien structuré. Donc le choix qu'on a mis en place, c'est de garder un cheval par génération. Donc il y en a 2, 3, 4 qui naissent tous les ans et on garde le meilleur pour pouvoir passer du temps sur celui-ci et l'emmener à haut niveau. Donc ça, c'était un petit peu ma stratégie au sein de mon écurie. D'autre part, en hiver, quand on a moins de concours, je suis pas mal en déplacement pour faire des stages. Donc ça, c'est quand même un revenu qui est assez intéressant et puis c'est sympa de pouvoir partager un petit peu notre savoir avec les autres. J'ai aussi choisi cette structure-là parce que ce qui m'a beaucoup plu, c'est d'avoir la maison, mais aussi d'avoir un gîte. Parce que beaucoup de gens venaient en stage chez moi, allaient dormir à l'hôtel, donc ils venaient prendre leur séance. Et puis en fait, je trouvais ça vraiment un peu impersonnel. Je trouve qu'on rencontre pas toujours que des bonnes personnes dans ce milieu-là, mais il y a quand même des gens qui valent le coup d'être connus. Et je voulais aussi que les gens, en venant ici, partagent un petit peu plus la vie au sein de mon écurie, la préparation des chevaux de haut niveau, les soins faits, tout ça, puis qu'ils me voient travailler, que ça soit transparent, quoi, tout simplement, sans filtre. Et le concept me plaît bien parce qu'on partage des choses vraiment sympas avec les gens qui viennent. On se retrouve autour d'une table ensemble avec ma famille, avec tout ça, et on apprend à connaître ces gens-là. Par contre, je ne voulais plus de gens à temps plein chez moi, des propriétaires où on gère leurs chevaux, où ils sont là tous les jours. Ça, je ne voulais plus parce que déjà d'une, c'est pas un revenu assez suffisant. Je m'occupais de ces chevaux-là comme si c'était les miens, comme si c'était les chevaux de sport aussi, et au final, pour pas grand-chose. Donc j'ai pris cette décision de fermer mes portes à de la pension lambda. Mais par contre, de l'ouvrir sur des séquences de 2-3 jours, une semaine, 15 jours, les gens font ce qu'ils veulent, mais voilà. Et de me consacrer beaucoup plus au travail des chevaux. Aussi pour mettre un peu plus en valeur le travail qui est fait en amont, le travail des éleveurs, notamment de Madame Eschenberger, parce que c'est, voilà, comme je vous ai dit, il y a peut-être aujourd'hui 9 places, mais moi j'ai 7 chevaux au travail. Sur les 7... il y en a 4 à elle au moins, et il y en a d'autres qui attendent pour pousser les autres. Donc c'était un choix stratégique pour continuer à faire du haut niveau, pour faire une sélection, pour faire du commerce de haut de gamme aussi. Après, à voir si c'est assez, si c'est pas assez, c'est l'avenir qui va le dire. Je voudrais revenir un petit peu sur ce communiqué que vous aviez écrit pendant les Jeux équestres mondiaux de Tryon et sur la vente de Badinda. Les sports équestres sont l'un des seuls sports en France dans lesquels les sportifs ne sont pas soutenus physiquement et financièrement. Dans plein d'autres sports, il y a des organismes qui existent où les sportifs se regroupent, etc., pour s'entraîner, mais aussi sont suivis financièrement et aidés. Est-ce que vous pensez qu'en France, et grâce à la fédération ou à d'autres organismes, on devrait ou on pourrait faire évoluer le système pour pouvoir soutenir ces cavaliers de haut niveau dans leur progression, dans la pérennité de leur activité, ou bien que le système en dressage pourrait aussi évoluer
comme c'est le cas par exemple en CSO. On connaît beaucoup de cavaliers en CSO qui peuvent vivre des gains en concours, ce qui n'est pas le cas au dressage. Ah non, c'est pas le cas et c'est pas près d'arriver. On a quand même un gros problème en dressage déjà à la base, c'est que c'est un sport qui est difficile à médiatiser. Moi, je prends l'exemple de Caen parce que ça m'avait vraiment arrêté. C'est que quand on voit un Grand Prix avec 100 partants à l'obstacle, ça dure 3 heures, 4 heures, je sais pas, faudrait calculer, ou une après-midi, ça, n'importe quelle télévision est capable de le faire paraître. Le Grand Prix en dressage, avec 100 partants, il a duré 2 jours. Vous vous rendez compte ? Déjà, dans les tribunes, on devait être 50, et ça devait être des passionnés. Voilà, et voilà, on n'a pas été beaucoup à regarder du début à la fin le Grand Prix. Donc déjà, ça c'est un sport qui est difficile à médiatiser. Tout ce qui est difficile à médiatiser, derrière, on n'a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à cette discipline-là. Je parle en termes de sponsors parce qu'il n'y a pas de visibilité derrière. Ça, il y a peut-être quelque chose là-dessus sur lequel il faut travailler. On parlait il y a très peu de temps de raccourcir le Grand Prix. Bon, ça se réfléchit, c'est pas évident, mais ça se réfléchit. Pourquoi pas ? Je pense que là-dessus, il y a pas mal de choses à travailler encore. Ensuite, en France, on n'est déjà pas une nation de dressage. On est une nation beaucoup plus d'obstacles. Voilà, et on a pu le voir. Hein, on a des médailles. On a aussi un élevage qui est beaucoup plus focalisé là-dessus. Donc, on part déjà avec 10 ans ou 15 ans de retard sur notre élevage. Donc, on part aussi avec 10 ans ou 15 ans de retard sur notre façon de travailler en dressage. Aujourd'hui, on commence à se poser des bonnes questions sur la façon de travailler les chevaux, on est un peu trop resté sur l'histoire de l'équitation française que nous avaient apporté tous les vieux cadres du cadre noir, mais c'était pas pour aller faire du sport. Aujourd'hui, le sport a évolué, les étrangers ont évolué, ils ont mis des systèmes en place qui ont évolué, ils ont un élevage derrière qui a évolué aussi, ils nous sortent des chevaux incroyables, et nous, malheureusement, on récupère, je vais pas dire les déchets, mais tout ce qu'eux veulent pas forcément, voilà, et on commence tout juste à faire naître des bons chevaux en France. Donc là, on part déjà de loin. Ensuite, faut pas dire qu'il y a personne qui nous a aidés. Moi, je vais pas cracher sur ce qu'a fait la fédération. Ils ont essayé justement de mettre en place des groupes. Ils ont mis en place un système de stage où on a pu se rencontrer entre cavaliers en dehors des concours, partager des choses, mettre un esprit d'équipe. Donc ça, c'était quelque chose quand même qui était plutôt très positif. Parce qu'en France, si on n'est pas une équipe, on n'est rien. On n'existe pas pour le moment. Ou alors un cavalier va sortir du lot, mais ça suffit pas pour exister. Donc la fédération nous a quand même un peu aidé. Financièrement, c'est clair qu'on a besoin de plus de soutien que ça. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué d'avoir des sponsors. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Moi, j'avais échangé pas mal avec Madame Perrompette, qui a des chevaux à l'obstacle, qui a des chevaux en complet, qui a même des chevaux en handisport. Je crois même qu'elle en a en voltige. Et j'avais échangé avec elle et elle me disait quel est l'intérêt, parce qu'on va faire du concours pour pas gagner. Aujourd'hui, on en est là. Donc, on n'intéresse pas ces gens-là. À l'étranger, ils ont mis un système en place aussi qui est la défiscalisation sur l'achat de chevaux. Donc ça a quand même pas mal aidé, ça a quand même mis un bon coup de pied dans la fourmilière. Quand il y a des grosses sociétés qui sont capables d'investir dans des chevaux, on a pu voir des chevaux qui s'appelaient Eurocommerce, tout ça, voilà, donc ça aide quand même. Ça aide quand même à garder des bons chevaux ou à acheter des bons chevaux. Nous, c'est pas le cas. En France, on a nos chevaux. La plupart des cavaliers sont propriétaires de leurs chevaux de Grand Prix. Ça évolue. On a les Massa aujourd'hui qui font naître beaucoup de chevaux, qui ont mis un système en place aussi. On a Alexandre Ayache, on en a plein qui commencent à mettre en place. Mais ça veut dire qu'on a 10 ans de retard là-dessus. Et je dis 10, peut-être plus, j'en sais rien. Donc après, moi j'avais dit justement dans cet article dans Dressprod que le seul mécène que je pouvais avoir, c'était moi-même. Et ça a été le cas. J'ai vendu ma jument, aujourd'hui j'ai pu mettre un système en place. Donc
il y a plein de choses sur lesquelles il faut qu'on avance, il y a plein de choses sur lesquelles on évolue. On n'arrive pas à faire défiscaliser les infrastructures, enfin les grosses sociétés pour qu'ils nous achètent des chevaux. Peut-être que c'est là-dessus qu'il faut regarder. Je sais pas, mais il y a encore plein de choses à faire. Il y a encore plein de choses à faire et il faut que tout le monde joue le jeu, c'est-à-dire je parle de la fédération, je parle des cavaliers, je parle des éleveurs, mais je parle aussi des juges, je parle aussi de tout ce système-là parce qu'il y a un côté très politique aussi et à un moment donné il faut que tout le monde porte la France vers le haut, porte les cavaliers français vers le haut pour que le système évolue. Aujourd'hui il y a des très bons cavaliers en France, mais voilà, on manque de soutien. On manque de soutien financier, on manque de soutien de chevaux qui rentrent dans nos écuries, de très bons chevaux qui rentrent dans nos écuries. Donc, le temps qu'on mette tout ça en place, voilà, et les autres continuent à évoluer aussi. Donc ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile parce que encore, il y a pas si longtemps que ça, j'en ai parlé ce week-end avec un juge et j'ai dit c'est un peu écœurant et triste de voir que les autres nations ils sortent un nouveau cheval, ils sont déjà tout de suite à 75 ou à 80%. Et nous, on sort un nouveau cheval, le temps de la découverte, le machin, on est à 65, 66. Et nous, on va chercher pour évoluer et chercher notre 70 et notre 72. Et donc, voilà, il faut qu'on soit encore plus fort que ça. Il faut qu'on sorte la tête de l'eau. Vous l'avez entendu, Pierre est le dénicheur des meilleurs chevaux de dressage et ce depuis des années. Alors si vous avez besoin de conseils pour trouver la future pépite qui vous emmènera sur les plus prestigieux carrés de dressage, vous pouvez faire appel à lui via la plateforme Equipir qui vous proposera un service complet, connecté et ultra personnalisé. Ensuite, je vais vous demander un petit service parce qu'après tout, c'est notre podcast, on peut se le permettre. Alors dès que vous aurez terminé cet épisode, je compte sur vous pour aller mettre 5 étoiles à I Am an Equestrian sur Apple Podcasts, afin de mieux nous référencer et pour le faire connaître à toutes les personnes qui n'ont pas encore eu la chance d'écouter nos douces voix. Et évidemment, n'hésitez pas à venir débattre avec nous de cet épisode via Instagram. Je laisse place à la suite de cette discussion avec Pierre Vola. J'espère que vous avez le temps, Pierre, parce que là, je crois qu'on est parti pour un épisode très long. Là, j'ai 2 questions qui me viennent en tête. Je vais en choisir une et la deuxième viendra un peu plus tard. Je rebondis sur ce que vous étiez en train de dire à l'instant, le manque de soutien, le manque de partenaires, etc. Et qui, à mon sens, et je pense que Léa, t'es d'accord avec moi, vient aussi du manque de visibilité. Et il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai préparé cette interview. Comme d'habitude, pour préparer une interview, on écume Google complètement. On lit tout ce qu'on peut lire, on regarde tout ce qu'on peut regarder. Et là, j'ai été marquée par le fait qu'il n'y a que 8 pages de résultats quand on tape votre nom, alors que vous êtes cavalier de très haut niveau, vous avez été à Rio, vous avez porté les couleurs françaises dans des très grandes compétitions, et on trouve très peu, je veux dire, en tout cas à mon goût, beaucoup trop peu de contenu sur vous, sur votre histoire, sur votre parcours, sur ce que vous avez pu apporter à l'équipe de France. Et du coup, vous le disiez aussi, hein, on est quand même la nation, là, en France, on est quand même la nation des grands écuyers, on est la nation des grands instigateurs de l'équitation classique comme on la connaît. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? On a un manque de visibilité qui est déjà cruel pour les cavaliers des disciplines, et je vais penser au saut d'obstacle, au concours complet, mais c'est encore plus creusé, encore plus marquant pour le dressage. Il y a très peu de visibilité médiatique. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer pour une nation dans laquelle, pour un pays dans lequel, en tout cas, l'équitation est à ce point ancrée dans la tradition et dans l'histoire ? Ouais, je vous suis complètement, mais je pense qu'on est aussi resté trop sur ce qui s'est fait avant. L'école nationale d'équitation, c'est super, mais aujourd'hui vous y allez, c'est en train de tomber en ruine. Voilà, donc on est resté sur des faits du passé, des cadres qui ont été performants. On est sur toute une histoire de l'équitation française, mais je pense qu'on a fermé un peu les volets sur ce qui se passait à l'étranger. C'est souvent un peu le cas en France, je pense. C'est une généralité. On se ferme à ce qu'on a déjà vécu, à ce qui a marché à un moment donné. C'est pas pour cracher sur ce qui s'est passé, parce que ça a marché, ça a fonctionné. L'équitation française fait quand même parler. Le cadre noir est connu partout dans le monde entier. Quand vous parlez du cadre noir en Allemagne, bien sûr qu'ils sont connus, parce que certains cadres ont marqué le sport, le dressage.
mais on marquait aussi des prestations de spectacles qui sont magnifiques. Mais aujourd'hui, tout a évolué, le sport a évolué. Il faut ouvrir les portes, il faut qu'on ouvre les yeux à aller voir. Il faut que les entraîneurs aillent voir à l'étranger comment ça se passe aussi. Donc effectivement, on a toute cette histoire de l'équitation française, mais ça ne suffit pas aujourd'hui pour exister. Et en ce qui concerne la visibilité, alors là je vous rejoins complètement, on a quand même 2 années de suite gagné la Coupe des Nations à Hickstead. C'était pas arrivé, je crois, je vais peut-être dire une bêtise, mais peut-être depuis 50 ans. Ok, c'était qu'une Coupe des Nations, 3 étoiles. On l'a gagné 2 années de suite. Mais on en a très peu parlé. On en a très peu entendu parler. Là, c'est encore ce mois-ci, on a des jeunes qui ont eu une médaille de bronze. Les Children ont eu une médaille de bronze au championnat d'Europe. On n'en entend pas parler. Donc c'est triste. Après, on n'est pas une nation de dressage encore. C'est pas encore rentré dans les mœurs. On est des sauteurs ici. On sait sauter des barres, on sait. Mais le dressage, voilà, quand on va percer un peu plus, peut-être que les gens vont se tourner vers nous. Mais c'est pas ancré. Vous allez, moi j'ai été tellement bluffé et tellement scotché bon, Aix-la-Chapelle, c'est la Mecque, du cheval. Mais quand vous rentrez dans le stade et que vous faites une faute, déjà il y a 30 000 personnes. Vous faites une faute sur la piste, vous entendez un brouhaha, vous êtes presque en train de vous faire engueuler. C'est hallucinant. En France, vous faites un Grand Prix à Équitalion. C'est à 7h du matin et il n'y a personne dans les tribunes. Voilà, vous allez à Stuttgart faire la Coupe du Monde. Bon, que la reprise en musique, ça attire du monde, ça partout. Mais le Grand Prix, le stade est plein. Chez nous, non. Donc il y a cette visibilité, mais il y a aussi le fait qu'on n'est pas encore une nation de dressage. Je voudrais aussi rebondir un peu sur ce que vous nous avez dit avant pour éclairer un peu et peut-être mettre au clair pour les auditeurs parce que pour moi ça reste encore un tout petit peu flou. Est-ce que c'est lié le fait qu'on n'est pas une nation de dressage et le fait que les juges ne portent pas les cavaliers français aujourd'hui par rapport aux autres nations? On avait promis pas de questions compliquées, je crois qu'on rentre dans le vif du sujet là. Non, mais ça c'est dur. Après dans le dressage on a besoin des juges. Là, c'est une obligation. Après, moi qui viens de l'obstacle, on fait 4 points. C'est du sport. Aujourd'hui, si on n'a pas une grosse machine, un cheval qui fonctionne vraiment et qu'on fait, bon, bien sûr, il faut faire sans faute. Mais j'ai toujours dit le petit Brésilien, parce que ça m'a marqué, encore une fois, j'ai vu un Brésilien sur je ne sais plus quel concours qui a fait une reprise sans faute. Mais il était loin derrière. Et ça manque de sportivité. C'est-à-dire que le gars qui n'a pas fait de faute, il sait qu'il ne va pas gagner parce qu'il n'a pas la dernière des Ferrari. Voilà, c'est ça qui est dur en fait dans ce milieu-là. Après, les juges, moi je veux pas leur place. D'être juge, je saurais pas faire. Mais je pense qu'il y a quand même, quand on voit dans les autres nations, certains juges mettent un petit coup de pouce. Voilà, parce que eux sont de la même nation, ils vont mettre un petit coup de pouce, ils osent le faire. Nous, s'ils pouvaient le faire un peu plus, ça serait bien. C'est un petit message. Bon, on va peut-être s'éloigner un peu du sujet, en tout cas changer de sujet. Vu que vous étiez un cavalier de CSO, enfin je ne sais pas vraiment si on s'éloigne du sujet, mais bon, vu que vous étiez un cavalier de CSO et que vous suivez visiblement quand même ce qui se passe en France de ce côté-là, est-ce que du coup, avec du recul, pour votre structure, pour votre carrière, vous auriez pas choisi finalement de rester dans cette discipline, sans parler évidemment de vos accidents qui ont fait que vous ne pouviez plus. Ah, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les accidents. J'étais pas un très très bon cavalier d'obstacles. Faut pas croire. Quand on n'est pas né là-dedans, on a beau travailler, mais il faut à un moment donné croiser des bons chevaux, il faut croiser les bonnes personnes, il faut. J'ai eu l'accident, mais ça n'a pas été que ça. Ça n'a pas été que ça. Et j'aurais aimé faire du haut niveau
aujourd'hui, faire du haut niveau à l'obstacle, parce que bien sûr on gagne notre vie, parce qu'on peut garder les chevaux un peu plus, parce qu'il y a plus de mécènes, il y a plus de sponsors, il y a plus de voilà, parce que ça fait aussi vibrer de sauter des barres. Hein. Moi ça me manque aussi un petit peu. Mais faut dire aussi que il y a énormément de cavaliers. Moi la vie a fait que j'ai choisi le dressage de par mon mariage, de par plein de choses. Et en plus de ça, j'ai été assez compétent rapidement. J'ai commencé les concours de dressage en 2009. Je vais pas dire de bêtises, mais enfin voilà, en 2016, j'étais au jeu, quoi. Donc c'est une carrière qui est montée très vite. Très vite. J'ai eu des résultats sportifs très vite. À l'obstacle, il faut, pour aller gagner des 150 ou des 160... il y a quand même un vrai chemin aussi, et peut-être aussi que je me suis passionné vraiment comme un fou pour le dressage. Je crois que ma femme pourrait le dire, hein. Je regardais des vidéos, je rentrais, je passais ma nuit à regarder des vidéos d'Edouard Gall, de tout ça, pour tout faire. Après, le système du cavalier de haut niveau à l'obstacle, bien sûr, fait plus rêver. Hein. Ça fait plus rêver. Hein. Ils ont déjà des systèmes derrière, ils ont du soutien derrière, je dis pas qu'il faut pas vendre des chevaux, mais et voilà, quand on voit les gains qu'il y a en concours, voilà, hein, c'est clair que j'aurais peut-être le meilleur compte de faire cavalier d'obstacle. J'aurais peut-être pas été aussi bon, mais voilà. Ça m'arrange qu'on revienne un peu en arrière dans le fil de la conversation, parce que j'avais une question sur votre transition entre le saut d'obstacle et le dressage. Je me demandais quel était votre niveau réel en dressage quand vous avez commencé à vous dédier à cette discipline. Ma question, dans le fond, c'est plutôt qu'est-ce que vous pensez des compétences et du niveau en dressage qu'on a quand on est cavalier de saut d'obstacle? Est-ce que vous trouvez qu'on dresse assez? Est-ce que vous trouvez qu'on fait assez de plats, qu'on est assez compétent aussi pour amener les chevaux, pour les faire progresser dans le travail de plat? Ou est-ce que quelque part il y a aussi un manque qu'il faudrait combler au niveau du saut d'obstacle en dressage pour essayer de faire évoluer les chevaux, de les faire progresser physiquement, etc., pour être encore plus performant en piste? Là, vous prêchez un convaincu. Je suis convaincu qu'on ne dresse pas assez les chevaux à l'obstacle. Ma question était complètement orientée, j'avoue. Ouais, non, mais là, j'en suis complètement convaincu. Et d'ailleurs, je trouve que ça change beaucoup. Moi, je fais travailler beaucoup de cavaliers à l'obstacle, enfin des cavaliers d'obstacle sur le plat, pour leur faire sentir des choses toutes bêtes. Mais est-ce que c'est qu'un cheval droit réellement? Quand mon cheval est droit, il a plus de puissance. Donc, on va peut-être avoir un cheval qui, au lieu de sauter sur ses capacités, va peut-être se transcender un petit peu plus et va être un peu meilleur que ce qu'on pensait. Je pense qu'on a passé beaucoup de temps grâce à notre élevage en France, à avoir des chevaux très bons à l'obstacle, mais par contre à pas savoir dresser des chevaux, donc à les utiliser sur leur potentiel, leur capacité. Mais on a quand même vu certains chevaux, et les Allemands sont venus chercher des chevaux chez nous. Et avec du dressage, on voit des chevaux encore plus compétents là-bas. Moi, je vais souvent sur les paddocks quand j'ai eu la chance de faire les coupes du monde, regarder les cavaliers d'obstacles travailler, faire leur petite détente, pas forcément sur les barres. C'est pareil, hein, il y a un monde. Hein. Il y a un monde quand on voit un Marcus Henning faire des changements de pied au deux temps et une pirouette à gauche, une pirouette à droite. Avec des chevaux sur la main, avec des chevaux qui sont beaux, qui sont ronds, qui sont homogènes dans leur physique et qui ont une qualité de saut. Peut-être que c'est des chevaux sur leur potentiel qui sont un petit peu en dessous, mais que eux emmènent à ce niveau-là. Donc on a aussi une grosse faille là-dessus. On voit trop de ces petits concours où c'est la course à l'échalote, hein, je vais parler vulgairement, mais dans les 110, 115, 120, on voit des gamins aller de plus en plus vite avec des chevaux de moins en moins dressés. Donc je pense qu'il faut se poser les bonnes questions aussi. Quand on voit les Américains, il faut commencer par du hunter avant d'aller faire voilà, la messe est dite, hein. Mais je crois qu'on est en train de se tourner un peu plus là. Les gens sont demandeurs. Les gens ont envie de comprendre aussi. Les gens ont envie de dresser un peu plus les chevaux. Moi, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas percé à l'obstacle. J'avais des chevaux que j'aimais dresser. Déjà les chevaux d'obstacle, je les travaillais pas mal sur le plat et c'est peut-être pour ça que j'ai pas percé. Après, faut pas non plus enlever l'influx aux chevaux. Les chevaux ont une qualité, donc c'est le dosage qu'il faut trouver.
Mais je pense que pour les cavaliers, ça serait bien. Ça serait bien. Qu'ils apprennent à changer de pied, qu'ils apprennent ce que c'est qu'un cheval en équilibre, qu'ils apprennent ce que c'est qu'un cheval droit. Voilà, c'est... Il y a des gens qui ont un certain feeling, un certain talent naturel. Donc voilà. Mais même un Bosti qui est juste quelqu'un c'est un magicien, c'est un extraterrestre même. Il cherche à dresser ses chevaux à sa façon, mais il cherche à comprendre. Moi, ça a été un des rares à me poser des questions, et comment tu fais ci et comment tu fais ça, et voilà, j'ai trouvé ça bien. Il est toujours dans cette recherche-là, et il faut que tout le monde passe par là, je pense. Moi, j'ai refait des parcours d'obstacles après avoir dressé. Ben, j'étais pas le même cavalier, et j'ai pas monté de la même façon. Voilà. Quand j'étais plus jeune, on parlait souvent trouver la place. Vous avez tous entendu parler de ça. Je veux la bonne place. Ouais, ben non, mais après on se rend compte que quand le cheval est en équilibre, quand le cheval est droit, ben, la place elle sort toute seule. Voilà, il y a des gens c'est inné, et il y a des gens chez qui c'est pas inné, qu'il faut travailler. Mais même pour les chevaux, c'est important de les travailler sur le plat. Et souvent les cavaliers d'obstacles, moi j'arrête pas de leur dire, quand on les voit travailler sur le plat, ils savent pas quoi faire. Ils trottent, ils galopent, ils savent pas quoi faire, ils ont fait une séance sur le plat. Ouais, mais je les secoue souvent quand je vais les faire travailler sur le plat. Je leur dis que le travail sur le plat, c'est comme un parcours, mais sans obstacle. Donc il faut aller chercher, il faut aller pousser le cheval à faire les défauts qu'il a en parcours, et pour pouvoir déjà les régler sans obstacle. Et c'est important, c'est comme un gymnaste qui s'entraîne. Quand il s'entraîne pour faire le grand écart facilement en compétition, je prends cet exemple-là parce que je sais pas le faire, mais il se fait mal à la maison pour pouvoir que ça soit facile en compétition. Et à l'obstacle, bon, après beaucoup le font en dressage aussi, mais à l'obstacle on n'a pas cette rigueur-là. Donc on va sauter des barres, c'est la finalité, mais on cherche pas à régler le problème sur le plat déjà. Alors que le problème il est déjà existant sans les barres. Donc ouais, il faut travailler les chevaux sur le plat, c'est une évidence. Ma transition est toute faite parce que vous nous avez parlé du fait que vous aimez bien conseiller, donner quelques petits trucs à des cavaliers. Donc j'ai l'impression que vous aimez partager, vous coachez, donc vous nous l'avez dit, vous faites des stages, etc. Vous coachez aussi des cavaliers de CSO du coup. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que ça vous apporte en tant que cavalier de conseiller, de partager, de coacher, parce qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui sont faits pour entraîner, il y a des gens qui sont faits pour monter, il y a des gens qui sont faits pour faire les deux. Vous semblez être dans cette catégorie-là. Vous avez toujours aimé enseigner Non. Non. Non, moi, ma priorité, c'est de monter à cheval, tant que je peux. Et je me suis toujours dit que tant que je pouvais monter à cheval, je ne ferais pas l'enseignement ma priorité. Et d'ailleurs, je ne coach pas en compétition, ou très très peu, parce que quand je suis en concours, c'est pour mes chevaux. Voilà, c'est ma philosophie, mais quand des gens confient des chevaux, je ne veux pas rater mon concours parce que j'ai eu des détentes. Donc je suis pas un bon enseignant. Après, je suis tellement passionné, je pense que au final, je trouve toujours les mots pour leur dire. Après, c'est pas mon péché, c'est pas ce que je préfère. Mais je pense aussi que c'est pour ça peut-être que j'entraîne. Je fais souvent des stages avec des cavaliers d'obstacles. Parce que là j'ai tout de suite des clés qui viennent et les mots qui vont bien, et puis je pense que ça rassure aussi les gens que moi j'ai monté à l'obstacle, donc je sais ce que c'est la sensation sur les barres et ce qu'ils peuvent ressentir. Après voilà, je commence de plus en plus à aimer enseigner, mais voilà, c'est pas mon point fort. Et puis comme vous l'avez très bien dit, il y en a qui savent enseigner, et qui savent faire que ça. Il y en a qui sont cavaliers, et il y en a qui savent faire les deux. Moi, je sais pas où je suis pour le moment. Mais ce que j'ai envie, c'est de continuer à apprendre à cheval et de continuer à comprendre mes chevaux. Après, j'ai fait une très belle expérience. Bon, en plus, c'était pour une bonne raison. C'était pour une association. Il y a pas très longtemps, j'ai partagé un de mes stages avec Alexandre Ayache, qui est un cavalier olympique aussi, qui est un ami, et ça m'a beaucoup appris.
Ça m'a beaucoup appris parce que déjà sur mon enseignement et de voir que certains, je les avais eu moi en stage et de les voir travailler avec lui et de voir comment il les prenait, comment moi je les prenais, comment. Donc là-dessus, c'était un moment de partage vraiment très riche pour moi. Et puis j'apprends aussi pas mal des stages parce que j'ai totalement changé ma façon d'enseigner déjà. Au début, quand j'allais en stage, je montais tous les chevaux parce que j'avais besoin de ressentir. Après, quand j'ai commencé à faire du haut niveau, on m'a dit il faut arrêter. Le système fédéral m'a dit attention, voilà, on a un contrat avec toi, faut pas que tu ailles te faire mal, arrêtez de monter les chevaux des clients. Ok. Donc je suis rentré dans ce système-là, j'ai dit oui, c'est vrai. Et puis en plus je m'étais fait mal 2-3 fois sur des chevaux de clients parce qu'on monte sur des chevaux qui n'ont pas l'habitude d'avoir des jambes comme les nôtres. On monte en jean sur des selles qui sont pas les nôtres. Voilà le truc. Bon. Et on se fait un peu mal. Donc là j'ai appris à enseigner différemment et à pas être que dans le ressenti du cavalier. Donc c'est ça qui est dur en fait. C'est pour ça qu'il y en a qui sont faits pour enseigner et d'autres pour monter et d'autres pour faire les deux. Et c'est très compliqué en fait. Mais on apprend beaucoup. On apprend beaucoup sur ces stages-là, comment sont les chevaux, comment fonctionnent les chevaux, comment régler des problèmes. Et pour en revenir avec tous ces cavaliers d'obstacles, moi j'en ai beaucoup parce que je pense que j'ai eu beaucoup de chevaux difficiles à l'obstacle et j'en retrouve en dressage. Et on se rend compte qu'il y a plein de chevaux qui acceptent moins le dressage. C'est moins facile pour eux, c'est moins sympa, c'est plus contraignant. Et il y a quand même pas mal de chevaux qui sont plantés en dressage. Quand je dis planté, c'est comme un cheval qui s'arrête sur les barres. Et en fait, il faut trouver des systèmes pour déplanter les chevaux. Et ça m'a apporté beaucoup de choses pour aider des cavaliers avec des chevaux arrêtés sur les barres ou avec un mauvais fonctionnement ou ceux qui tirent trop ou ceux qui tirent. Donc ça m'a aidé beaucoup. J'ai répondu à votre question. Je suis parti un peu dans tous les sens. Vous semblez avoir bien répondu à ma question. Hein. Si, et moi du coup, de parler de ça, ça m'a fait penser à la discussion qu'on avait eue. Donc on a fait un épisode de dressage avec Morgane Barbanson-Mestre en début d'année et on avait aussi parlé de ce sujet-là avec Benjamin Alliot, le meneur de l'équipe de France, avec Alizé Froment. Enfin voilà, c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Est-ce que vous utilisez le travail à pied sur vos chevaux ? Oui. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en parler parce que ça nous intéresse? Benjamin disait, lui, typiquement, que le travail à pied, pour lui, c'était une évidence. Il y avait plein de choses qui passent à pied. Non, mais Benjamin, c'est un extraterrestre. Voilà, Benjamin, il touche à tout, il est gourmand de tout de la vie. Donc, oui, bien sûr, alors, il fait tout. Quelle est vous l'utilisation que vous faites? Enfin, quels sont les bienfaits? Comment vous utilisez le travail à pied? Est-ce que ça vous aide aussi dans le travail pour les chevaux de dressage, d'obstacle? Alors, travailler à pied, il y a plein de sortes de travail à pied. En dressage, on s'en sert pas mal pour leur apprendre à se mobiliser, le début du piaffé ou même les faire piaffer, passager, tout ça. Moi, j'avais travaillé un petit peu avec Philippe Limousin, qui lui est un spécialiste de ça. Hein. Il a été quand même le grand chef des sauteurs et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui fait presque 2 mètres. Donc quand il est à côté d'un cheval, il n'y a pas de problème. Moi, quand je me mets à côté d'un cheval, souvent je me fais marcher dessus. Je suis pas très grand et voilà. Et je pense ne pas en avoir fait assez. Après, j'ai eu la chance de savoir dresser des chevaux sans avoir eu besoin de travail à pied. Mais j'essaye quand même. J'ai un ami qui s'appelle Vincent Liberator qui lui fait beaucoup de travail en liberté. Il fait du spectacle, Bon, ça fait un petit mois qu'il n'est pas venu, mais il venait régulièrement, lui, pour le faire. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui sait faire, qui sait toucher les chevaux là où il faut, qui maîtrise très bien ça. Et ça, je le laisse. Voilà, je le laisse faire ça. Par contre, j'aime beaucoup le travail en longue graine. J'aime beaucoup mettre mes chevaux en longue graine parce que ça permet de leur demander plein de choses et de le voir. Et de se dire, voilà, mon cheval, pourquoi quand il est monté, il est comme ci ou il est comme ça. Maintenant, je le vois. Et je trouve qu'on le voit encore mieux que quand on travaille à pied contre lui. Voilà, c'est juste ma façon de voir, mais ça aide beaucoup, oui. Ça aide beaucoup. Il y a des chevaux qu'on déclenche que comme ça, il y a des chevaux qu'on arrive à débloquer dans les épaules comme ça, qu'on arrive à faire plein de choses.
Mais après, le travail à pied pour les déclencher dans le piafé, c'est un art. Et moi, je suis trop petit pour ça. Et voilà, je me laisse piétiner. On va arriver un peu sur la fin de cette interview, je pense. Donc là, vous venez de vous réinstaller ici, dans cette nouvelle structure. Vous repartez quelque part un peu à zéro avec toute votre expérience et les chevaux que vous avez ici. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment est-ce que vous voyez les prochaines années? Quels sont vos prochains objectifs? Voilà, les challenges que vous vous mettez. Et où est-ce qu'on va vous retrouver dans quelques années? Aïe, aïe, aïe. L'avenir, je sais pas. L'avenir avec les chevaux, c'est toujours compliqué. C'est un métier qui est plein de rêves, donc c'est toujours compliqué de se projeter. Après, voilà, c'est ça. Voilà, c'est des rêves. Donc des chevaux, il y en a dans les écuries. Mes souhaits, bien sûr, ça serait d'être présent Paris 2024. Je pense avoir les chevaux, mais après, voilà, on est tributaire de leur santé, de tellement de choses. Donc voilà, oui, je repars à zéro, mais c'était mon choix, c'était de revenir plus fort et encore meilleur. Donc j'espère revivre Équitalion, qui a été des moments forts. J'espère revivre une fois Aix-la-Chapelle. J'espère tout ça, mais de dire j'y serai, ce serait trop prétentieux et incertain de toute façon. Donc on travaille tous les jours pour ça. On va faire du concours, on prend une calotte en concours, on revient, on retravaille et puis bien sûr je crois que j'ai les chevaux pour, j'ai un système aujourd'hui pour. Maintenant l'avenir le dira, mais je sais pas le prévenir. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu et puis merci à vous. Et puis j'espère que ça plaira aussi à nos auditeurs, mais j'ai pas trop de doutes. Ouais, j'en suis certaine. Merci beaucoup Pierre pour votre temps. Bonne journée. Merci à vous. Cet épisode est déjà fini, mais si vous voulez suivre l'actualité de Pierre Vola, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. On vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Portez-vous bien.